Vous écoutez Géopocalypse, géopolitique d'un monde en tension. Seulement 3 semaines nous séparent de l'investiture de Donald Trump. Et pourtant, le monde semble déjà en proie à un tourbillon d'événements géopolitiques et de bouleversements économiques. À l'international, des relations tendues avec des alliés historiques comme l'Europe ou le Canada, ainsi que des promesses de renégociation des accords commerciaux, créent un climat de suspicion. À l'intérieur, un quasi-coup d'État orchestré par Elon Musk, avec comme but avoué de démanteler les agences d'État américaines, n'en finit pas de causer sidération, doute ou enthousiasme. Quoi qu'il en soit, ces 3 semaines sont déjà parmi les plus dingues de l'histoire des États-Unis. Ce podcast est une première et modeste tentative d'état des lieux, grâce aux analyses de Yoni Ascola. En vous souhaitant une bonne écoute. À bientôt. Salut Yoni, Salut Julien, comment vas-tu? ça va, merci. Un tout petit peu malade, mais donc si je tousse, c'est pour ça, mais ça va, ça va. C'est pas Toi, grave, ça c'est va? pas grave. Ça va, je te remercie. Malgré tout ce qui se passe de passionnant dans le monde. Ouais, Alors, on est là pour présenter aussi à nos auditeurs un peu notre nouveau format de podcast. ouais, Faute de mieux, on va l'appeler Géopocalypse. Au ouais, départ, c'était presque une blague entre nous. C'était presque une ouais. blague entre nous, et puis finalement, ça s'est quasiment imposé comme le moins nul des noms possible. Et en fait, c'est pas si mal, et ça t'inspire quoi? Ben, en fait, quand on a lancé le premier podcast géopolitique en Finlande, on n'était pas encore vraiment sûr sur le format et on réfléchissait à l'idée de peut-être faire plusieurs saisons où je serais pas forcément là sur toutes les saisons, mais où il y aurait une saison qui s'appelle Géopolitique en Finlande et toi, tu pourrais peut-être faire une saison sur un autre domaine, etc., et sur d'autres Mhm. sujets. Ouais. Et c'est bien de faire géopolitique en Finlande parce que ça a donné un peu la vision d'un Finlandais sur la géopolitique. Mais là, en ce moment, comme il se passe beaucoup de choses dans le monde et toutes ces choses ne sont pas liées à la Finlande, on s'est dit que c'est peut-être mieux de partir sur quelque chose d'un peu plus général quand même et un peu moins ciblé sur la Finlande et un format où on peut parler de ce qui se passe dans le monde actuellement et comment on est dans une situation où sur le côté géopolitique, ça se passe plutôt mal pour l'Ouest en ce moment parce qu'il y a quand même il y a Trump qui fait des dégâts aux États-Unis et qui affaiblit l'Ouest et qui divise l'Ouest, Ouais. combiné avec beaucoup de pays en Europe où ça va pas forcément si bien que ça au niveau politique et il y a des risques que des forces pro-Chine et pro-Russie, anti-UE aient des bons résultats dans les élections en Europe et après on rajoute à ça la guerre en Ukraine, la situation au Moyen-Orient et tout ça. Et du coup, on est un peu dans une phase difficile où les gens qui ont peut-être des convictions un peu plus social-libérales ou pro-Ouest, pro-démocratie, etc., sont pas forcément dans la meilleure phase. On n'est pas dans la meilleure phase de l'histoire. Et Non. du coup, on n'est pas des complotistes. Et même si le nom Géopocalypse fait un peu complotiste, mais c'est pas ça l'idée. Mais c'est juste qu'on est un peu on est dans une mauvaise phase où vraiment on sait pas. Il y a plein de choses qui vont arriver qui vont aller plus loin que ce qu'on attend encore. Et nous, on est des gens assez pessimistes sur ce qui se passe aux États-Unis et tout ça, mais ça va être encore pire, je pense. Et Ouais. les 2 premières semaines de Trump ont montré que pour l'instant, c'est encore pire que prévu. Et du coup, l'idée de cette saison de Géopocalypse, qui est une saison qui va durer, on verra, ça peut être une dizaine d'épisodes ou ça peut être 30 épisodes, on ne sait pas, on verra, mais ça va être là. Cette saison, ça va être ce qui se passe de mal dans le monde et les problèmes qu'il y a en ce moment et comment contrer ça. Ce qui est important, c'est que les gens n'abandonnent pas parce que les forces qu'on a en face de nous, comme Trump, mais pas que Trump, Musk, etc., c'est des gens qui veulent justement ils nous envoient 10 kilos ça pourrait être un peu familier, mais 10 kilos de merde dans la gueule par jour Ouais. et des scandales dans tous les sens. Et l'idée, c'est justement qu'on se fatigue et qu'on arrête de combattre ce qu'ils font et Ouais. qu'on arrête de pointer du doigt à chaque fois qu'ils font des trucs qui sont pas forcément légaux ou Ouais. juste. L'idée de ce podcast, de pointer un peu dans la continuité de la première saison, mais avec un peu moins le côté Finlande et un peu plus le côté qu'est-ce qui se passe dans le monde, quels sont les problèmes actuels pour l'Ouest et qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça. Ouais. 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 Bah écoute, on peut, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Je pense qu'on peut pas éviter de parler de Donald Trump, malheureusement. Ouais, Euh, Il y a quelque chose qui m'est venu en tête là dans ce que tu me dis aussi, c'est dans le discours et dans la sorte de outrance du discours que Trump emploie, ça le fait sortir un peu ça fait tout ça, ça fait sortir un peu ça des gonds
on va dire, du discours diplomatique normal Mhm. entre alliés de l'Ouest, même entre pays voisins ou entre tout ça. Et en fait, ça me fait penser au concept de la fenêtre d'Overton. Mhm. Tu connais un peu le concept? Non, Ça te dit quelque chose? En gros, non. c'est un truc un peu qu'on utilise un peu autour du discours, où en fait, tu vas commencer par dire des trucs totalement impossibles qui vont Mhm. faire rigoler les gens, qui vont se dire, mais il est fou ce mec, il dit n'importe quoi, il est Mhm. taré, ça ne va jamais se passer, etc. Ou des choses qui paraissent complètement impossibles, pour Mhm. ensuite le faire petit à petit rentrer dans le champ du possible, en fait. Et ça a été Mhm. étudié, c'est un truc, voilà, ça a été étudié, Ouais. c'est souvent utilisé par énormément de personnes dans Mhm. leur discours et de sophismes, mais ça fait partie d'une stratégie comme ça aussi à plus long Ouais. terme finalement, où en fait tu passes pour un clown, mais si jamais malheureusement on te prend pas au sérieux ou que pour différentes raisons tu as les moyens d'appliquer ce que tu veux mettre en place et de nuire en Mhm. fait assez longtemps, et ben en fait on se rend compte 10 ans, 20 ans plus tard que certains des trucs que quelques yeux berlus, style à l'époque Berlusconi ou autres, ont pu dire qui faisaient rigoler les gens, et ben en fait Mhm. on est rendu dedans complètement quoi. Ouais, ouais. Et Et si on regarde ouais, ce que Trump il fait actuellement, tous les trucs qu'il fait, c'est des choses qu'on n'aurait jamais imaginé il y a 5 ans ou il y a 10 ans. tout à fait. Donc c'est exactement ça. Après, Ouais, Trump, il y a encore le côté complexe, c'est que Trump, il est vraiment difficile à analyser, mais en fait, il y a une sorte de double discours et double action chez lui, parce que entre ce que Trump essaye de faire et son intérêt et l'intérêt des gens qui le financent et ce que les gens qui votent pour lui pensent, il y a un écart assez gros. ouais, Parce que le gars lambda qui vote pour Trump aux États-Unis, c'est beaucoup d'Américains de classe moyenne, etc., mais aussi beaucoup de rednecks ouais, et de gens pas forcément très éduqués, etc., mais c'est beaucoup aussi ouais, juste des gens lambda américains classiques. ouais. Et ces gens-là, ils votent pour Trump parce que Parce qu'il vote il républicain est, quoi. il est républicain, mais en plus de ça, il est censé être contre le deep state, il est censé redonner le pouvoir au peuple, etc. Mhm. Mais en même temps, Trump et ses alliés, les gens autour de lui, sont l'opposé de ça parce qu'on parle d'oligarques milliardaires comme Elon Musk, Peter Thiel, etc. Eux, c'est des gens qui n'aiment pas la démocratie et qui veulent pas donner le pouvoir au peuple et qui veulent pas. C'est l'opposé Ouais, c'est de ce que le l'opposé. Ouais. peuple croit recevoir. Et le peuple qui vote pour Trump, c'est des gens qui sont plutôt anti-immigration, anti-dépenses publiques, qui va dans la poche des gens aisés, etc. C'est vraiment Trump, c'est le vote populiste, mais les gens qui sont derrière lui ne sont pas forcément ça. Les gens qui sont derrière lui, c'est des milliardaires qui Ah essayent bah de ouais. déréguler un maximum, de baisser leurs impôts un maximum. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Trump, il va faire exactement ce dont tu parlais avant. Il va mettre l'attention sur des sujets, sur des scandales, sur quelque chose, sur des tarifs. Il va créer des problèmes, mais juste au niveau rhétorique, pour que le peuple regarde dans cette direction-là. Et pendant ce temps, il va faire quelque chose de totalement opposé. Et ça s'est vu sur les visas pour les immigrés, par exemple, qui venaient travailler aux États-Unis. Mhm. Musk et sa clique, qui sont totalement opposés à la vision des Trumpistes. Et du coup, ouais, lui, il est obligé de faire une sorte de double rôle. Et en plus de ça, ça lui permet de. Pour Trump, c'est spécial parce que ça lui permet d'avoir Musk qui fait des choses, travaille un peu librement. Mais en même temps, si jamais un jour, lui et Musk, ils s'entendaient plus ou ils sont pas d'accord sur quelque chose, il peut mettre la faute sur Musk. Ouais, Et bien pareil dans sûr, l'autre sens. bien sûr. C'est un jeu assez malsain, mais et pour l'instant, tout le monde tombe un peu dans le panneau. Pour l'instant. Et il en. Ouais. Donc, Après, je pourrais quand même te dire que ça fait que 2 semaines. ouais. Même Mais si on a après, l'impression déjà que ça fait 6 ans. on a l'impression Donc que ça fait tellement six ces ans et semaines ont paru longues. c'est vraiment très Ouais. préparé ce qu'ils font parce que au premier mandat, Trump, il a quand même pas mal de checks and balances autour de lui, avec Mhm. même dans son gouvernement et dans ses Ouais, conseillers, il y avait c'est beaucoup de ça. gens qui étaient des gens plutôt, pas forcément des anges, mais des gens quand Non, des même qui ont de l'expérience républicains et un peu, voilà, des républicains à peu près. des Très- néoconservateurs républicains classiques C'est avec ça, quelques ouais. fous et tout ça. Et du coup, tu avais quand même des gens qui étaient là pour lui rappeler qu'il y a des limites à tout et qu'il ne peut pas tout faire. Du coup, il a fini par virer beaucoup de gens très souvent, mais ça calmait pas mal ce qu'il faisait. Mais là, ça fait 4 ans qu'il se prépare à prendre le pouvoir pour un dernier mandat et en mettant que des gens loyaux à lui dans le gouvernement Ouais, et enfin dans l'administration. Et du coup, là, c'est dangereux. c'est dangereux. Euh, Toi, c'est intéressant parce que t'as pas du tout un discours un peu rassuriste sur la question. Parce que certaines Mm, personnes essayent un peu de temporiser. Même moi, j'avoue que, comme beaucoup de monde, j'essaye de trouver des choses pour me rassurer, entre guillemets, hein. mm,
disant oui, mais quand même, à un moment, la réelle politique va le rattraper, la Mm. réalité le rattrape sur plein de trucs. On le voit là sur les tarifs, par exemple, déjà dès le début, des choses comme Mm. ça. Mais Et sur les tarifs, je pense pas que ça le ouais. rattrape. En fait, les tarifs, ce qui se passe avec les tarifs, c'est exactement ce qu'il a fait au premier mandat. Mhm. C'est-à-dire, en fait, il va créer un problème, il va prendre un problème qui existe et il va monopoliser Donc tu parles du le truc du monde médiatique. fentanyl, tout ça, machin. C'est ça, que ce soit le fentanyl ou la Corée du Nord ou quelque chose, il va trouver un problème, il va monopoliser les médias pendant 2 mois, 2 semaines ou 2 mois dessus. Et ensuite, à la fin, il va trouver une solution. En fait, il n'y aura pas de solution. Il va juste faire semblant d'avoir résolu le problème. Et en fait, on s'est pris du vent dans la gueule, mais entre-temps, il fait d'autres choses dont on ne parle pas. Hmm. Et là, par exemple, avec les tarifs, il a fait une semaine où, pendant un peu moins d'une semaine, on se disait qu'il va y avoir une guerre de tarifs entre le Canada, Mexique et les États-Unis. Mhm. Et tout le monde parlait de ça, mais pendant ce temps, tu avais Elon Musk qui rentrait dans toutes les agences publiques avec une équipe de gens de 19 à 24 ans qui travaillent pour lui, que moi je Mhm. considère des enfants soldats, mais version en 2025. Donc, c'est des gens Mhm. qui ne peuvent pas remettre en question ce que Musk fait. Parce que s'il veut prendre des ingénieurs avec lui, ça serait plus malin de prendre des gens de 30 ans, un peu avec de l'expérience et tout ça, mais non. Mhm. Il prend des gens de 19 ans. Mhm. Et lui, il rentre dans les agences publiques, fédérales, Mhm. américaines, et il met son disque dur, il prend l'information qu'il y a dans les ordis, et ensuite il sort et il dit on va arrêter cette agence. Et ça, c'est un niveau. Imagine en France si tu avais Xavier Niel ou je sais pas Bernard Arnault, qu'un milliardaire Mhm. qui avait une équipe de gens qui n'ont pas de background check. Personne ne sait qui sont ces gens. Personne ne sait si ça pourrait être un agent russe, on ne le saurait pas parce que le FBI n'a pas fait de background check. Et ces gens-là, ils rentrent dans les agences publiques américaines et ils ont accès au numéro de sécurité sociale, à tout. Et ils vident les ordi, ils regardent ce qu'il y a. Et ensuite, après ça, ils disent maintenant on arrête cette agence. Et du coup, le fait que Musk Et fait ça, ça, tu veux par dire, exemple, il fait ça, ça devrait être un énorme headline et ça devrait être un ça scandale devrait être, total et c'est ça une devrait sorte de être. mini-coup. C'est un truc. Parce qu'en plus, le pire, c'est que Musk, à la limite, s'il avait vendu ses entreprises et il faisait ça en mode je suis là, je suis un fonctionnaire, maintenant je fais ça, je veux bien, je suis pas pour, mais au moins il y aurait pas trop de conflit d'intérêts. Mais là, on parle de l'homme le plus riche sur Terre, qui est à la tête de SpaceX, Tesla, etc. X, mais en même temps, il est dans le gouvernement. Ouais, bien Donc le sûr. gars, il a des contrats de défense publique avec l'État américain, mais en même temps, il a accès aux agences. Il peut rentrer dans les agences, il a accès à toute l'information classifiée surtout. Mais il n'y a pas eu de background check sur lui. En plus de ça, il est contracté. C'est comme si Serge Dassault, il vendait des avions de chasse à l'État français, mais en même temps, il avait accès au ministère de la Défense et il pourrait y aller. Il avait accès à toutes les données, tous les trucs. Et comme ça, si jamais il y a une appel d'offres ou quelque chose, il aurait accès à toutes les données, il aurait accès à tout. On est dans un monde où il n'y a plus aucune limite pour Elon Musk, il peut faire ce qu'il veut. Il peut rentrer dans n'importe quelle agence, virer tout le monde. Et en plus, c'est ce qu'il a fait avec USAID, Mais quand tu dis qui qu'il est. peut, c'est qu'en plus, il peut même sans qu'on puisse le poursuivre ou sans qu'on puisse dire que c'est Ben, illégal, quoi. c'est Ou- illégal. C'est illégal, mais c'est un peu gris parce que il a été mis en place par Donald Trump, qui est quand même un président élu. Mais c'est un peu illégal. Normalement, il faut le Congrès pour arrêter une agence. Là, par exemple, il a annoncé qu'il va arrêter USAID, qui est la plus grosse, l'agence d'aide Hmm. américaine, l'aide au développement, et Ouais, qui ouais, est bien sûr. une grosse partie du soft power américain. Et lui, il annonce qu'il va fermer ça, mais USAID, c'est pas, il n'y a pas une personne qui peut arrêter ça. Normalement, il faut passer par le Congrès. Je connais pas forcément le Tous les côté détails, mais bien sûr. légal d'arrêter une institution américaine, mais d'après ce que les démocrates disent, ça a été créé au Congrès, Ouais, ça doit ouais, bien passer par le sûr, ça me Congrès pour paraît être logique, arrêté. ouais. Ça me paraît logique, ouais. Mais lui, il arrive et il arrive avec ses ingénieurs et mais c'est un niveau de folie Mais totale, on comment peut pas. ouais, et en fait, et tu trouves que, et ça, on en parle 100 fois moins que ce qu'on devrait en parler, finalement. Bah ouais, Quelque parce part. que en C'est-à-dire fait, que, c'est toujours comme ça et c'est pareil quand Musk il avait le conflit avec les Trumpistes sur les visas, parce que lui voulait des visas pour les étrangers, parce que quand tu reçois quelqu'un qui est en visa, je crois que ça s'appelle H1B1 ou quelque chose comme ça, c'est le visa un visa de travail américain que les entreprises de tech utilisent pour faire venir des gens de l'étranger. Mhm. Quand quelqu'un vient travailler sur ce visa, c'est un peu un esclave pour toi dans le sens où il peut pas changer d'entreprise. S'il veut avoir sa place aux États-Unis et pas se faire virer du pays, il est obligé de rester et travailler pour toi. Et du coup, tu peux le faire travailler vraiment Tout le comme temps un de durée de porc. son visa, quoi. C'est ça. Et Mhm. il doit y avoir des réglementations, mais c'est quand même plus compliqué pour lui de changer. Et du coup, ça fait que c'est des gens que les entreprises comme ça adorent parce que tu peux pas, tu peux vraiment les faire travailler beaucoup. Et Musk, il voulait continuer ça. Et Trumpistes voulaient arrêter et avoir moins de gens qui arrivent. Et ça a fait un conflit et les Trumpistes ont commencé un peu à s'énerver contre
contre Musk et ses potes de la Silicon Valley. Hmm. Et du coup, ce que Musk il a fait, c'est qu'il a changé de sujet totalement. Et il est parti sur les viols en Europe et sur Tommy Robinson et sur les trucs comme ça. Et du coup, les médias sont tout d'un coup, tout le monde parlait que de ça. Et en fait, Mhm. les républicains, sous Trump et Musk, c'est des génies de la communication dans le sens où, comme ils ont X et ils ont l'aide de TikTok, parce que la Chine les aime bien quand même, au fond, et du coup, ils ont deux énormes médias comme ça. Et quand ils veulent parler d'un sujet ou mettre l'attention sur un truc, ben, toute la Terre suit. Ouais. Et, euh, et Donc en du fait, c'est coup, des ça, sortes on le voit. de giga écran de fumée Hmm. dans lequel marchent complètement les médias et puis la machine médiatique mondiale. En plus, elle est comme elle est avec à partir du moment où tu as Reuters ou n'importe quoi, ou toutes les agences qui commencent à répéter des trucs et à répéter et à un peu, entre guillemets, dicter quel va être les nouveaux sujets, les sujets Hmm. principaux. Voilà, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Et en plus, ouais. Ouais. Et comme tu rajoutes à ça, ouais, Fox News Ouais, ouais, bien et sûr. plein de médias qui sont de leur côté, ils Et peuvent vraiment ça, ouais. choisir. Et ça, là, ça s'est passé dans beaucoup d'agences. Dans Ça, différentes c'est agences. Et passé il est en à train de le faire, ça, il USAID. continue. Ouais. Ouais, il est allé au Trésor public et à USAID dans les derniers jours là. D'accord. Et, euh, Et genre, il y va, et euh, il débarque avec ses gamins, avec ouais, ses enfants et, soldats de 20 ans, la et sécurité, et quand la sécurité ne veut pas laisser entrer ou quand les fonctionnaires ne veulent pas le laisser entrer, ils les virent. Du coup, à il leur dit, USAID, tu vous as êtes deux virés, personnes quoi. qui ont. Ouais, Il leur dit. vous êtes en arrêt, vous allez à la Mais il a maison. le pouvoir de faire ça? Ouais, actuellement, pour l'instant, il a l'impression qu'il a le pouvoir parce qu'il a. Par exemple, USAID, hier, il n'y avait personne au travail. Les bureaux étaient vides parce qu'il était dans l'agence. Et on parle d'une agence qui gère des milliards. Mais C'est ouais, pas mais un petit truc, c'est pas. ça paraît incroyable de voir à quel point, par exemple, une agence comme ça se retrouve Ouais. complètement Et du coup, les irréactive et. démocrates, hier soir, les démocrates sont allés, ou hier dans l'après-midi, les élus démocrates sont allés devant l'agence pour faire des speeches et pour dire que c'est pas légal et qu'ils vont tenter d'attaquer en justice et de faire quelque chose. Ah oui, mais le Mais temps au de la justice, fond, c'est ce qu'il est, quoi. Il est lent par ouais. rapport à. Et Ah pendant non, mais ce temps c'est une aussi, sorte de ça, c'est une sorte de midi coup d'État ouais, sauce 2025, quoi. c'est ça. Et pour moi, c'est vraiment le parallèle. C'est les enfants soldats d'Afrique. Mais ça, c'est la version américaine 2025, high-tech de ça. Parce qu'il arrive Ouais. avec des gamins de 19, 20 ans qui sont des stagiaires, mais qui ont accès à toute l'information de tout le monde. Et il les fait le suivre. Et c'est des gens qui ne peuvent pas le remettre en question parce que un stagiaire de 19 ans, il ne va pas te remettre en question. C'était Elon Musk. Donc, Et en fait, c'est le genre de data, c'est les infos c'est c'est toute les l'info infos. publique. Ouais, c'est classifié. C'est des trucs. Ouais. Au trésor, tu as toute l'information. Et, pour moi, c'est vraiment difficile même à décrire ce qui se passe parce que c'est inimaginable. Imagine en France ou en Finlande ou en Europe si tu avais ça. Ouais. Un milliardaire. En plus, le pire, c'est comme dit, il y a des conflits d'intérêts. Le gars, il a même pas de poste officiel. C'est un gars qui est genre une sorte de conseiller Ouais. de Donald Trump. Non, mais puis un milliardaire, et puis un mec qui en plus, enfin, le data, c'est si quelqu'un sait utiliser du data et en tirer tout ce que tu peux en tirer, c'est bien un mec comme lui, quoi. Je veux dire, Ouais, tu ouais, vois. C'est pas comme si c'était, je sais pas moi, c'est pas ouais. comme Et c'est si pas comme c'était s'il venait avec des Kadhafi qui fonctionnaires. débarquait, quoi, pour Non, et voler les mêmes data, quoi. c'est pas comme s'il avait une équipe de 10 fonctionnaires qui sont de vrais fonctionnaires. Là, on parle Ouais, de ouais. stagiaires qui travaillent De pour stagiaire lui. qu'il a embauché comme ça, quoi. Genre, Ouais, ouais. Et et qui viennent pour. ouais, ouais, d'accord. Et même en se disant que à la limite, ouais, c'était beaucoup plus facile de d'utiliser ces personnes-là, même après s'il y a procès ou autre. En gros, Ouais, c'était quasiment s'il avait pu prendre des mineurs, il l'aurait fait, quoi. ouais. Ouais. Non, mais après, bien sûr, c'est des gens qui doivent être, pour leur âge, vraiment brillants. Oui, ah bon, en Parce que informatique, c'est sûr, hein, bien sûr. c'est des têtes, c'est des stagiaires de ces entreprises à lui et des Non, entreprises de Peter Thiel. Mais, bien sûr. et d'ailleurs, quand on regarde le background de ces gens, c'est des jeunes d'extrême droite. Il y avait un des gars, en gros, il y a Wired, un gros journal, Ouais. enfin, un gros média qui a publié un article là-dessus et qui a mis les noms des jeunes, de 6 jeunes qui font partie de cette équipe. Et Musk et des Américains menacent d'attaquer en justice Wired et aussi tous les gens qui ont publié les noms des jeunes, dont moi du coup, parce que moi aussi je les ai publiés sur Twitter, mais, Ah ouais, donc toi tu t'es mais ils, retrouvé ils dans. menacent. C'est le
Non, non, moi j'ai rien pour l'instant, mais par exemple, Anonymous a un compte qui a été fermé à cause de ça, parce qu'ils ont publié le nom des gens. Alors que, en soi, c'est pas de l'information secrète. Si, s'il y a des gens qui ont accès à, si tu as des gens qui sont au-dessus de la loi et qui font quelque chose d'illégal, normalement, tu as le droit de donner leur nom. Surtout que Musk, c'est censé être quelqu'un qui défend la liberté d'expression. Oui, non, Donc, mais ça, on commence à voir que bon. ouais, ouais, Ouais. Non, mais c'est c'est, dingue. Et parmi les choses que tu as lues ou ce que tu as anticipé ou pensé, euh, quel est le genre d'utilisation la plus nocive qu'on pourrait imaginer ou parmi les plus nocives qu'on peut imaginer avec de telles informations et de telles choses? Des il n'y a pas choses, de limite parce il n'y a pas de limite, ouais. On il y a peut pas de imaginer limite à peu parce près qu'il tout, y a, quoi. s'il va dans toutes les agences fédérales américaines et il a accès à tout le data sur tout le monde, il n'y a pas de limite. Vraiment, il n'y a pas de limite. Depuis du chantage en passant par... Ouais, après, il est beaucoup trop grand pour faire du chantage de bas niveau. Mais c'est hmm, juste que ça lui donne un pouvoir. Comme dit, lui, il a X, il a SpaceX, il a Tesla et il a probablement investi de l'argent dans d'autres trucs. Et t'es pas censé. Si t'es une. C'est un peu. Même, j'imagine qu'en France, en Finlande, on a ça, mais j'imagine qu'en France aussi, vous avez sûrement des lois qui interdisent les conflits d'intérêts, qui font que, par exemple, le président de Renault ne peut probablement pas décider quelle voiture la France achète au niveau de l'État pour la police, parce que ça n'a aucun intérêt. Enfin, il va acheter des Renault, c'est sûr, parce que c'est sa boîte. Ben là, c'est un peu pareil. Si Musk est un contracteur d'État Alors, il y et a que des lois, il y a des lois en il y a- France. Elles sont pas je sais toujours pas à quel point. appliquées. Elles sont pas toujours Ouais, appliquées. pas Et toujours, mais je pense qu'en il y a des France, il doit y avoir micmacs, quand même mais pas mal de. En Finlande, en tout cas, on est assez strict là-dessus, mais oui, oui. j'imagine qu'en Mais France, vous avez quand même. en France, on l'est moins parce qu'il y a plus d'abus, parce qu'il y a plus de personnes Hmm. qui ont du Et pouvoir je pour pense se que. mettre dans une position d'abus. Mais quand même, Hmm. J'imagine que dans les 20 on fait pas dernières années, ça s'est exactement quand ce même qu'on veut, amélioré. quoi. On fait pas Ouais. exactement ce qu'on veut, quoi. C'est ça. Et aux Ouais. États-Unis, tu n'es pas censé non plus pouvoir faire ce que tu veux, mais Musk, comme dit, il vend des services et des produits au ministère de la Défense américaine à travers SpaceX. Et, euh, et du coup, quelqu'un qui a un contractuel comme ça n'est pas censé pouvoir être au gouvernement en même temps. C'est pas possible. Ouais, bien sûr. Ouais. Et il y a juste beaucoup trop de conflits d'intérêts. Parce que même si juste pour simplifier les choses sur la Chine et la Russie, Musk, il produit beaucoup de ses Tesla en Chine. Et il vend des Tesla en Chine et il a besoin de la Chine à cause des métaux précieux, etc. Et du coup, Musk, son intérêt personnel, c'est que la Chine et les États-Unis s'entendent. C'est pas grave s'ils sont pas les meilleurs potes sur Terre, mais lui, jamais de la vie, il voudrait un conflit entre la Chine et les Mhm. États-Unis. Mhm. Et du coup, l'intérêt de Musk, c'est que si la Chine prend Taïwan, c'est de rien faire. Ouais. Lui, il veut surtout pas sanctionner la Chine, mais il veut surtout pas aussi. Il comprend qu'il y a une compétition entre la Chine et les États-Unis, mais lui, il veut que ça reste une compétition et pas plus parce que son intérêt, c'est de vendre des voitures et de construire des voitures là-bas. Et du coup, il a besoin d'eux. Ouais. Et à cause de ça, son intérêt à lui n'est pas le même que des États-Unis. L'intérêt des États-Unis, c'est de protéger Taïwan. Mais son Mhm. intérêt à lui, c'est de ne pas protéger Taïwan. Et du Ouais, coup, bien sûr. c'est le problème des conflits d'intérêts. Ouais, bien À sûr. cause Ouais. et là, on parle du plus gros conflit d'intérêts de l'histoire parce qu'on parle de l'homme le plus riche de l'histoire de l'humanité qui, en même temps, est en train d'être au gouvernement. Le gars, il est en train de couper l'aide à l'Afrique, alors que lui, il a 400 milliards de net worth, mais Ouais, il est en train de ouais, couper l'aide ouais. aux Ouais. gens qui ont le malaria Ouais, parce qu'il ouais. vit, Et parce qu'il aime pas puis, ça. enfin, et t'imagines que ce soit aussi pour les gens qui travaillent dans ces secteurs-là, Ouais, ouais, ouais. le gigantesque chaos que du jour au Mm. lendemain, il a créé, quoi. Ouais, Il a créé. exact. C'est pour tout le monde. Et alors, pour les bénéficiaires dans les pays, je t'en parle même pas, Ouais, 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 non, c'est dingue, c'est dingue, ouais. ouais. Et c'est que le début, c'est que le début. C'est pour ça que je C'est que comprends le début. que tu sois négatif. Après, il y aura, pourtant, je crois pas spécialement au karma. Je suis pas un mec spécialement qui dit Mm. ah toujours le karma. Mais il y aura forcément des retours de bâton à un moment ou à un autre sur Ouais, ouais. leur Mais après, le dossier. problème, c'est qu'il est, Mais il est bon, tellement sera-t-il puissant. trop tard, quoi? C'est toujours pareil. Ouais, Le en mal fait, aura été fait d'ici là, quoi. on parle de quelqu'un qui a acheté l'élection américaine en achetant Twitter et en donnant 300 millions à Trump pour sa campagne. En plus de ça, on parle de quelqu'un qui, normalement, la situation actuelle, elle ne devrait pas pouvoir arriver. Et du coup, ça qui m'inquiète, c'est que avant, quand il essaie d'influencer l'élection et que l'élection n'ait pas encore eu lieu, ça m'inquiétait, mais je me disais à un moment, on va l'arrêter quoi qu'il arrive. Mais là, on est à un point où il aurait déjà dû être arrêté, il n'a pas été arrêté. Ouais, bien sûr. Ah, non, Et c'est je ça comprends, qui je inquiète. comprends.
Sans transition, pour continuer notre podcast. Est-ce que tu veux bien me parler de l'Ukraine? Quelle est la situation? Qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il de nouveau? Comment ça se passe là-bas? Ben, au front, il n'y a pas énormément de changements récemment. Les Russes avancent. La période où ils avançaient le plus rapidement, c'était vers octobre, novembre. Mais là, en décembre, ils ont moins avancé. En janvier, ils ont encore moins avancé qu'en Ouais, décembre. ouais, Donc, ça ralentit un peu et l'Ukraine tente de garder une partie des zones à Koursk pour pouvoir les échanger peut-être contre des terres ukrainiennes. Mais tout ce que je disais avant sur Musk, c'est aussi lié à l'Ukraine parce que ouais. une partie de l'aide à l'Ukraine, je crois qu'il y a 3 façons d'envoyer de l'aide à l'Ukraine pour les États-Unis. Il y a USAID, mais après il y a aussi 2 autres manières. Je crois qu'il y a le drawdown présidentiel, ce qui est en gros des fonds qu'ils peuvent utiliser directement pour envoyer. Et Ouais. je crois qu'il y a une trentaine de milliards de l'aide à l'Ukraine qui est venue à travers USAID. Et du coup, Musk et Trump veulent arrêter Ouais. cette agence. Et du coup, ça va, si jamais ils y arrivent, je ne sais pas s'ils vont y arriver, je ne suis pas un spécialiste de Pour l'instant, comment arrêter des pour agences. l'instant, USAID n'est pas complètement officiellement arrêté. Non, Faut non, quand non, même non, qu'il non. passe par le Mais ils ont Congrès. dit, théoriquement, oui. Oui, oui. Mhm. Mais c'est juste qu'ils ont annoncé qu'ils veulent l'arrêter. Et du coup, forcément, c'est pas une bonne chose pour le monde et pour le soft power américain, mais aussi pour l'Ukraine. Mais après, pour l'instant, l'aide à l'Ukraine persiste. Il y a encore de l'aide américaine qui arrive. Le problème, c'est que l'aide que l'Ukraine reçoit actuellement, c'est de l'aide de sous Biden, qui avait été votée sous Biden. Et Ouais, Trump, son erreur, je pense, c'est que Trump, au fond, il s'en fout de l'Ukraine. Trump, ouais, il a beaucoup de pro-russes autour de lui, mais lui, je pense Trump, il dit des trucs pro-russes, il fait des trucs pro-russes, mais en même temps, Trump, je pense qu'il s'en fout totalement. C'est pas un sujet qui l'intéresse. Mais par contre, ce qui intéresse Trump, c'est d'être vu comme un gagnant et de faire des deals. Et du coup, il voulait absolument faire plaisir aux pro-russes et aux gens et aux isolationnistes américains. Il a promis d'arrêter la guerre. Mais le problème, c'est que les Russes ne le prennent pas vraiment au sérieux parce que son fils, Don Junior, et beaucoup de gens de son équipe de transition passent leur temps à se foutre de la gueule des Ukrainiens et de l'Ukraine et de rigoler du fait qu'ils vont arrêter l'aide à l'Ukraine. Et du coup, si blaguent du fait que l'Ukraine ne va plus recevoir d'aide des États-Unis, mhm. c'est difficile la semaine d'après pour Trump de dire attention Poutine, si tu n'arrêtes pas la guerre, on va donner de l'aide à l'Ukraine parce que ça enlève la crédibilité à cette menace. Ouais, c'est exactement ce dont tu parlais, ce que tu as déjà évoqué C'est ça. assez souvent en parlant des manières de faire pression sur Poutine ou pas. C'est ça. Et du coup, lui, en fait, il se concentre sur le côté sanctions. Il dit on va. Pardon, pas sanctions, mais du côté économique. Ouais, Lui, il n'aime pas trop les sanctions, mais il dit en gros soit on va te sanctionner, soit on va baisser le prix du pétrole. Mais ça, c'est un peu. Faudrait que l'Arabie Saoudite, etc., soit d'accord pour ça. Et c'est pas forcément dans leur intérêt non plus de baisser énormément le prix du pétrole. Donc, de toute façon, les Russes sont prêts à prendre cher économiquement et continuer leur guerre parce qu'ils voient cette guerre comme quelque chose de très important, surtout le leadership russe. Et du coup, c'est pas avec des petites sanctions ou des baisses du cours du pétrole qu'on va arrêter la guerre demain. Donc, si Trump veut vraiment arrêter la guerre demain, le seul moyen, c'est bien sûr, il faut envoyer de l'aide militaire à l'Ukraine maintenant parce que ça compte beaucoup ce qui se passe sur le front actuellement. Si la Russie avance actuellement sur le front, ils n'ont aucun intérêt à arrêter la guerre parce qu'ils se disent qu'ils vont avoir un meilleur deal dans le futur. Donc bien sûr, faut aider l'Ukraine tout de suite. Mais en plus de ça, le seul moyen vraiment de changer la donne, c'est de faire des promesses d'aide à long terme. Parce que Poutine, à chaque fois qu'on envoie un paquet d'aide, que ce soit la France, la Finlande, les États-Unis, n'importe quel pays, quand un pays envoie un paquet d'aide à l'Ukraine, c'est un paquet à la fois, mais on ne sait pas quand le prochain aura lieu. mhm. Et du coup, à chaque fois que l'Ukraine reçoit, je sais pas, 200 millions d'euros d'aide, ben, c'est quelques semaines de plus de survie pour l'Ukraine. On Mhm. repousse de quelques semaines le moment Ouais, où c'est ils ont ça, plus mais assez de matériel, mais c'est une maintien d'une tant qu'on fait dépendance, ça, une sorte de dépendance perpétuelle d'une part, c'est et ça. puis Mais impossibilité de voir les choses, de se à long projeter terme. sur un long terme, quoi. Et du coup, Poutine, comme il a le temps, il n'a pas d'élection, il n'a pas de problème, lui, il s'en fout. Et du coup, il voit ça un peu comme un. Lui, il pense que à un moment, ça va s'arrêter et que on va plus aider. D'ailleurs, la Russie est déjà en train de mettre des bâtons dans les roues pour les négociations parce que les Russes ont dit récemment qu'ils reconnaissent pas le gouvernement de Zelensky et que le seul moyen pour eux de négocier, c'est s'il y a des élections en Ukraine avec un nouveau gouvernement. Mais le problème, c'est que l'Ukraine ne peut pas, avec sa constitution, interdire les élections en cours de guerre. Bah ouais. Et c'est normal
parce qu'il Bah y a une ouais. partie de l'Ukraine qui est occupée, il y a des bombardements et tout, ils ne pourraient pas faire d'élection. Et du coup, la Russie met des bâtons dans les roues. Et je pense que le meilleur moyen, c'est simple, hein, mais le meilleur moyen, c'est de mettre cher la Russie et d'avoir des promesses d'aide à long terme. C'est-à-dire qu'il faut donner de l'aide militaire à l'Ukraine maintenant. Il faut mettre des sanctions plus dures et renforcer les sanctions qui existent à la Russie. Mais en plus de ça, il faut aussi faire des promesses d'aide. Et de toute façon, l'Ukraine va avoir besoin de cette aide parce que même si la guerre s'arrêtait demain, l'Ukraine, pour qu'il n'y ait pas une nouvelle guerre et pour que la Russie ne retente pas de les envahir, l'Ukraine va avoir besoin d'une armée forte et de reconstituer son armée, de se renforcer. Et du coup, quoi qu'il arrive, même si la guerre s'arrêtait demain, l'Ukraine va avoir besoin d'équipements, quoi qu'il arrive, pour remplacer les pertes, etc. Mm. Donc, autant le faire maintenant. On devrait faire, par exemple, si l'UE ou les pays européens et les États-Unis, chacun faisait un deal où pendant 4 ans, on donne, je sais pas, j'invente, hein, mais ça n'a même pas besoin d'être d'énormes quantités, mais si on dit pour les 4 prochaines années, on va donner 20 milliards d'aides militaires par an, 20 milliards de l'UE, 20 milliards des États-Unis, plus, je sais pas, 20 milliards d'aides financières et 20 milliards d'aides financières, j'invente, hein, on parle pas de vrais chiffres, mais si on faisait ça sur 4 ans, avec des sommes assez grosses pour que la Russie voit qu'elle a aucune chance de prendre l'Ukraine et de vraiment prendre le pays. Là, ça pourrait changer le calcul de Poutine parce qu'il se dirait, OK, je peux pas Ouais, tenir 5 ans ou 4 ans à ouais, ce rythme. Mais tant qu'on fait ça 200 ouais, bien millions à la sûr, fois, bien sûr. il n'y a pas de, il y a pas de, il n'a pas de raison de négocier. Du coup, Trump, en fait, est assez faible, comme il a été avec le Canada et le Mexique sur ces négociations. Oui. Il n'a rien eu en échange et il est faible aussi avec Poutine. Mais il n'a pas besoin de l'être, c'est dommage. Et là, l'Ukraine, ils ont fait un truc assez malin, c'est que, après, on ne sait pas à quel point Trump y croit, mais il y a des rumeurs depuis quelques semaines que Zelensky aurait promis les ressources naturelles ukrainiennes aux États-Unis en échange de l'aide américaine. Et ça, en fait, ce qui est assez malin dans ce calcul, c'est que une bonne partie des ressources naturelles ukrainiennes sont dans des zones où il y a du combat actuellement Bah, bien sûr, et aussi dans des zones occupées. bien Et sûr. du coup, ça voudrait dire que si les États-Unis veulent maximiser l'accès aux ressources naturelles ukrainiennes, ils Pour devraient des au entreprises minimum américaines, arrêter les. on est d'accord, hein, pour des entreprises américaines Ouais, ouais, pour les entreprises américaines, ouais. qui viendraient miner et driller et tout ça, quoi. Hmm. C'est ça. En fait, le truc, c'est que l'Ukraine faisait des pertes sur ces entreprises qui travaillaient là-dessus avant la guerre. Donc l'Ukraine, pour eux, c'est pas une énorme perte dans le sens où ça s'est jamais vraiment bien passé pour eux Parce que avec trop le de mining, problèmes, etc. hein, d'infrastructure, C'est de... ça, c'est ça. Donc pour eux, c'est pas forcément. Dans la propagande russe, les Russes parlent toujours du fait que, ouais, zone riche, le Donbass, blabla, mais le Donbass, c'est une zone qui était une perte nette pour l'Ukraine depuis des décennies. Enfin, c'est pas une zone qui s'en sort si bien que ça, même s'il y a des mines, etc. C'est pas, Ouais. mais avec l'infrastructure et moins de corruption, etc., avec l'aide américaine, ils pourraient faire quelque chose. Et ils proposent ça aux États-Unis, mais du coup, ça motiverait les États-Unis à négocier un deal où ils récupèrent un maximum, ou un maximum des terres de l'Est seront récupérées par l'Ukraine. Mais après, il y a plein d'autres facteurs qui vont jouer. On va voir. La Ouais, Russie bien pourrait sûr. aussi proposer un deal à Trump et dire si vous nous laissez, je sais pas, on donne une partie ou je sais pas. Tout est possible, mais le point c'est que ils essayent d'acheter Trump un peu et Trump il aime bien ce genre de deal. Donc Ouais. donc c'est possible et je déteste Trump et j'ai zéro respect pour lui, mais le seul avantage de Trump c'est qu'il a zéro idéologie. C'est Oui, juste ça... oui, oui, je vois ce que les c'est gens veulent dire quand on dit ça, oui. son idéologie, Ouais, c'est ouais. c'est son c'est l'opportunisme personnel. Oui, oui, ça, C'est disons que ça domine l'idéologie, l'idéologie potentielle crypto-fasciste qui est là aussi, quoi. Mais c'est vrai Ouais, ouais, ouais. que ça va Mais passer par exemple, au-dessus. Ça va passer c'est au-dessus. ça. Et chez Trump, c'est encore différent parce que Musk, Thiel, etc., c'est des gens qui. Musk, par exemple, c'est un raciste. C'est quelqu'un qui Oui, passe clairement. sa vie à dire des trucs racistes et c'est un blanc sud-africain de l'époque de l'apartheid et il est clairement raciste Et il s'est pas et il déconstruit est clairement là-dessus. sexiste. Non, Il est il s'est pas, pas déconstruit il est pas là-dessus. déconstruit, non. Alors que Trump, c'est un opportuniste et c'est quelqu'un Ouais, ouais. qui est prêt à dire des trucs racistes ou faire en sorte que les racistes votent pour lui. Mais Trump, au fond, je pense que quand il voit des gens, il s'en fout. Je pense vraiment Trump, il n'est pas homophobe, sexiste ou raciste. Je pense qu'il est juste tellement une merde qu'il est prêt à utiliser ces gens pour être au pouvoir. Et je pense qu'il a un racisme de classe, clairement, où il voit Ouais. l'argent comme la réussite et du coup, il voit les gens qui n'ont pas d'argent comme des
des gens qui n'ont pas réussi. Puis il a une Mais je homophobie pense un peu que, de bof redneck de base, quoi. À la limite, ouais, mais même pas, même s'ils mais pas sont. spécialement. Ouais, ça, globalement, ils s'en foutent à la limite, tu Ouais, non, mais je pense qu'ils respectent pas les gens qui sont pas aisés et ils respectent le pouvoir et tout ça. Mais au fond, je pense qu'il est vraiment n'importe quel sujet, il est capable de changer d'avis. Et vois. d'ailleurs, Ouais, c'est un ouais. ancien démocrate et maintenant il est d'extrême droite. C'est un Ouais, ouais. populiste, opportuniste, prêt à changer d'avis surtout. C'est une sorte Mais de Sarkozy encore pire, quoi. ouais, Encore, c'est ça, c'est ça. encore plus à géométrie variable. Alors, pour faire plus La- girouette la- que Sarkozy, il faut y aller déjà, hein. Mais ouais. Ouais, le truc avec Sarkozy, c'est que Sarkozy, il a une méthode un peu spéciale, c'est le Il est- côté français, mais en France, les Français aiment bien le côté thèse, antithèse, synthèse. Et Sarkozy, il a quand même ce côté-là dans son Ouais, ouais, populisme. ouais, Donc ouais. Sarkozy, ce qu'il va faire en général, c'est il va avoir un ou deux points. Lui aussi, il sait monopoliser les médias et créer Hmm, des scandales et des hmm. sujets qui. Donc il va prendre un sujet, même un sujet qu'il ne contrôle pas bien, mais un sujet il va prendre un sujet dont il sait que ça va faire parler. Ouais. Il va dire quelque chose d'un peu choquant dessus. Et du coup, les gens vont parler de lui et il va monopoliser les médias là-dessus. Il va faire beaucoup de com, etc. Mais à côté, sur la plupart des sujets, c'est quelqu'un qui est un peu du juste milieu, dans le sens où, et pas forcément du juste milieu dans le sens où il a raison, mais Sarkozy, c'est quelqu'un qui, au fond, sait qu'il est un scammer un peu. Il sait qu'il est un peu Ouais, ouais, limité ouais. sur des sujets. Et du coup, d'ailleurs, ça se voit sur l'Ukraine et la Russie. Il a totalement tort avec sa position, Sarkozy, mais Sarkozy, il essaie de se mettre un peu comme la personne qui est la sorte de gaulliste qui arrive et qui dit c'est pas bien que la Russie a attaqué, mais on va quand même leur donner on va faire un juste milieu et voilà. Et en fait, je pense que c'est même pas lié à une question d'idéologie. C'est peut-être lié à de la corruption, mais ça peut aussi être lié juste au fait qu'il essaye d'être. En fait, quand tu es entre sur chaque sujet, en dehors de quelques exceptions que tu utilises pour faire parler de toi, mais quand tu es un peu le gars du juste milieu sur le reste, ben tu peux pas être trop loin des. Enfin, tu peux pas te faire trop attaquer parce que t'es toujours un peu au milieu. Ouais, bien Mais sûr. après, Ouais. le milieu de Sarkozy, c'est pas le milieu des autres Non, personnes, parce que non, lui, il est non, dans un milieu de droite, donc non. il est dans un milieu entre ses conseillers de droite, il va avoir des conseillers d'extrême droite et des conseillers de droite, et il va prendre un juste milieu sur ce que eux ils proposent, qui va pas être un milieu centriste, ça va être un milieu de droite, mais il est un peu comme ça. Mais Trump, il est pas comme ça. Trump, il a pas le côté thèse, antithèse, synthèse. Trump, il est Ah non. totalement, il est plus sur la communication encore et plus sur et encore plus sur le côté post-truth, etc. Mais après, mais ouais, c'est un peu le Sarkozy américain dans ce sens-là. C'est une sorte de mélange entre un Bernard Tapie et un Sarkozy, mais en version américain Ah, moderne attention, on d'extrême touche pas à droite. Bernard, hein. C'est ça qui tu parles, Non, hein. non, mais c'est pas une Non, je attaque plaisante. contre Non, Bernard, non, mais c'est le non, côté, non, c'est pour rigoler. ouais, ouais, mais c'est le Je suis côté, pas spécialement fan de tapis malgré mon allégeance olympienne. ouais, mais c'est le côté Je un suis peu pas non plus complètement populiste. idiot, tu vois. Bernard Tapie, c'est le côté gars qui vient pas de la politique et qui entre et qui tente de simplifier des choses compliquées. Pour revenir au sujet, l'Ukraine essaie un peu de motiver Trump à aider l'Ukraine en lui proposant ce genre de trucs Mais ça, c'est malin, pour c'est qu'il. c'est- c'est très malin. Après, on verra jusqu'où ça peut marcher et C'est comment ça peut ça, marcher. et Mais ça ça reste très dépend. malin parce que C'est ça. Il y a quand même beaucoup. La Russie peut aussi offrir quelque chose à Trump, donc c'est pas forcément parfait, mais au moins c'est une tentative. Et Zelensky, il est malin là-dessus et il tout à fait. tente et voilà. Mais après sur le front, pour les gens qui suivent un peu plus, on peut toujours revenir sur ce que les pro-russes et les Russes et les gens qui se disent neutres disent sur l'Ukraine, Ouais. mais au fond, ça fait 3 ans qu'ils disent que l'Ukraine est sur le point de s'écrouler, que blablabla. Et au fond, la Russie a moins de 20%. La Russie a actuellement à peu près 19% du territoire ukrainien sous contrôle, alors qu'ils avaient Crimée 30%. comprise. Crimée Crimée comprise. comprise, ils sont à 19% à peu près, alors qu'ils étaient à 30% en mars 2022. Ah ouais, non, Ils peuvent mais. trouver des excuses, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, mais l'Ukraine tient bon. Et d'ailleurs, un truc qui vient de tomber et qui n'est pas totalement confirmé, mais qui est une grosse nouvelle pour l'Ukraine, mais qui est un peu plus technique, c'est que l'Ukraine a des problèmes au niveau de sa structure de commande, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est vrai, de son armée. Ouais, au Parce niveau de qu'en gros, ouais. l'Ukraine, Du c'est une commandement. armée, Ouais. le commandement, la structure, comment c'est créé. En gros, comme l'Ukraine, c'est une armée qui est passée d'une petite armée à une grosse armée en peu de temps. Mhm. Ils ont créé énormément de brigades et il leur manquait un peu il Sorte leur de crise manquait de un commande. croissance, quoi. C'est ça, une énorme crise de croissance. Et en gros, par exemple, ils ont des colonels, mais ils n'ont pas forcément des colonels qui sont très bons en quantité assez grande pour avoir Mhm. un colonel à la tête de chaque brigade qui se crée. Et du coup, ils ont eu des brigades avec un commandement beaucoup moins bon et Ouais. d'autres brigades qui sont bons. Et ce qui est arrivé à la fin, c'est qu'ils ont improvisé et en gros, ils ont créé beaucoup d'unités, un peu trop d'unités. Quand ils ont mobilisé des gens, au lieu de renforcer des unités qui manquaient d'hommes, ils ont créé de nouvelles unités.
Et c'était pas forcément malin, comme il y avait un manque de NCO, mais aussi un manque de commandants et d'officiers. Mais en plus de ça, du coup, NCO, c'est NCO, c'est les sergents, les sous-officiers, on sous-off. va dire. Sous-off, d'accord. Ouais. Et, et comme il leur manquait ça, ben, ils mobilisaient des gens, mais ils n'avaient pas forcément de quoi assez entraîner tout le monde et ils n'avaient pas forcément de quoi créer des unités avec un commandement qui va bien. Et en fait, ils ont trop créé d'unités avec trop peu d'hommes. Mhm. Et maintenant, ils ont changé ça. Et la rumeur, c'est Boutuzov, qui est un journaliste ukrainien qui, en général, a raison et rarement. Mais ça lui arrive parfois d'avoir des sources qui n'ont pas forcément toujours raison. Donc, Mhm. on va dire à 90% du temps, quand il dit quelque chose, il a raison. Et là, en fait, il dit que d'abord, il a dit que l'Ukraine a arrêté de créer de nouvelles brigades et que maintenant, ils vont utiliser les hommes mobilisés pour renforcer les brigades qui existent. On Mhm. ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais c'est ce que lui dit. Et là, maintenant, ça a été confirmé que l'Ukraine va passer sur un système de corps. Et les corps, en fait, au niveau ukrainien, c'est des blocs de 5 brigades. Mhm. Et ça, c'est une très bonne Donc, on chose parle parce de que du combien coup, d'hommes à peu près? en Ukraine, comme ils ont improvisé, l'improvisation les a forcés à renforcer des brigades qui étaient fortes Mhm. et les laisser grandir un peu plus. Donc, tu as quelques brigades en Ukraine qui sont vraiment de très bonnes brigades et qui ont un bon commandement. Et du coup, où les volontaires veulent aller parce que tout le monde a envie de servir dans une bonne brigade. Bah ouais. Et du coup, tu as des brigades. Une brigade, normalement, en Ukraine, c'est censé faire 3 000 à 4 000 hommes. Mhm. Mais il y a des brigades qui ont 2 000 hommes, qui n'ont pas assez d'hommes. Et il y a des brigades qui ont Ouais. 10 000 hommes parce que c'est des brigades de qualité. Ouais. Parce que tu as plus de chances de survivre dans une brigade de qualité que dans une brigade qui n'est pas de qualité. Du coup, ils ont laissé grandir certaines brigades. Ils ont Mhm. récompensé, en gros, le bon commandement de certaines brigades, ce qui est malin parce que ces brigades-là jouent un énorme rôle sur le front. Mhm. Et là, en fait, ce qu'ils vont faire, beaucoup d'analystes, dont moi, ça fait des mois qu'on dit que l'Ukraine devrait passer à un système de division, où en gros, au lieu d'avoir cette brigade de quelques milliers d'hommes qui a un commandement et qui opère indépendamment, il devrait avoir des blocs où il y a 3-4 brigades et un commandement au-dessus de ça. Et du coup, parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que comme tu as, j'invente le chiffre, mais j'invente le nom, mais admettons que tu as 100 brigades au front Mhm. en Ukraine, bah, en fait, tu as des brigades qui ne sont pas entièrement. Donc, tu as des brigades où tu as une partie de la brigade qui est à Kiev et une partie qui est au front. Mhm. Après, tu as d'autres brigades où tu as une partie qui est à Koursk et une partie qui est à Zaporizhzhia, avec 500 km entre. Et ça a des avantages, c'est que tu es assez flexible quand tu peux diviser les brigades en petits bouts et faire ce que tu veux avec. Ouais. Et ça rend plus compliqué à la Russie de savoir ce qui va arriver parce que s'il y a une partie d'une brigade qui arrive quelque part, ça ne veut pas dire que toute la brigade y est. Donc, c'est Ouais. pas mal à ce niveau-là. Mais au niveau logistique, au niveau entraînement, au niveau commandement, c'est vraiment impossible. Si tu as 100 brigades qui sont toutes divisées en 5 bataillons en moyenne, j'invente, et que chaque bataillon est un peu quelque part au front et que ça communique pas, ça crée des problèmes. Et du coup, là, ce qu'ils vont faire, Ouais. c'est Et qu'ils vont. puis, ce qu'il faut, pour les gens qui sont pas du tout férus de trucs militaires, qui sont pas habitués à y réfléchir, dont je fais partie, mais je me suis rendu compte de quelques trucs en discutant avec toi. Il faut se rendre compte aussi, c'est que la communication entre les bataillons, les brigades et tout, ça peut pas se faire facilement de la même manière que nous, on discute par WhatsApp Non, non, et Facebook, quoi, et Messenger, quoi. Donc, c'est ça. c'est Et beaucoup plus ça crée complexe. beaucoup de problèmes. Bah ouais. Parce que des fois, tu peux être dans une zone au front, on donne à ton bataillon. Toi, tu es un bataillon d'une brigade et on te donne une zone, on dit tu dois défendre cette zone. Et à côté, il y a un bataillon d'une autre brigade qui n'est pas la tienne. Et la communication entre ces groupes, surtout qu'il y a des changements, c'est pas comme si tu étais à côté du même bataillon pendant 10 mois de suite. Ça peut Ouais. aller très vite. Donc, ouais, il y a clairement des problèmes et il peut Et, y avoir du coup Tu peux avoir l'anti-aérien et, ou les jammers du bataillon à côté qui descendent tes drones à toi. Ouais, et je te pose une Ou, question, excuse-moi, je ouais, t'interromps, je te pose une question un peu légère et à moitié pour rigoler, mais ouais. juste comme ça, je suis curieux. Est-ce qu'on utilise encore des pigeons voyageurs pour communiquer? Non, j'ai pas entendu. C'est possible, D'accord. mais Moi, j'ai pas entendu ça. j'aurais trouvé ça sympa, Ouais. mais Mais c'était juste pour détendre ça l'atmosphère. serait pas, ça Ah serait bah, marrant si quelqu'un l'a c'est fait, mais low-tech, hein, c'est low-tech, hein. c'est low-tech. Mais après, ils ont pas forcément besoin de ça parce que tu peux avoir Des des drones, téléphones à câble et tu peux avoir d'accord. des drones et tu peux avoir des Ouais, portables, tu peux avoir ils posent des câbles, des ouais, ouais. radios. Il y a 10 000 façons de le faire en low-tech ou en high-tech et du coup, c'est assez rare les endroits où il y a aucune manière de communiquer. Et du coup, je pense Hmm. pas qu'ils aient besoin de ça. Mais après, théoriquement, ils l'ont peut-être fait pour rigoler, mais je pense pas D'accord. C'était juste qu'ils demandent. Mais une aparté légère. ouais, ouais. Ouais. Mais du coup, pour revenir sur ce qui se passe, c'est que du coup, il y a ce problème où tu as une centaine de brigades au front. J'invente, c'est pas forcément 100, ça peut être 80, ça peut être 120, mais Hmm. qui sont pas forcément totalement au front et qui ont une partie loin de l'autre, etc.
Et ça crée d'énormes problèmes de commande et c'est compliqué pour tout le monde. C'est compliqué. Et en plus de ça, il y a un manque de colonels qui ont de l'expérience et qui sont bons pour commander toutes ces brigades. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tu as un changement qui va être créé où en gros, c'est très méritocratique. D'après ce que Boutoussov dit, c'est qu'ils vont prendre les unités qui s'en sortent le mieux. Donc ces brigades qui ont réussi à recruter plus de gens et qui ont réussi mieux au Qui front et qui performent ont un mieux, qui ont commandement moins de du coup qui pertes, est... qui ont moins de personnes qui Ouais, font. il y a quelques brigades qui arrivent juste mieux à entraîner. Ils arrivent à plus entraîner de soldats, à mieux les entraîner. Ils Ouais, arrivent à motiver plus de gens à les rejoindre, etc. Et ouais, ils s'en sortent mieux au front. Et du ouais. coup, ils vont récompenser ces brigades-là Mhm. en les agrandissant et en leur donnant du pouvoir sur les autres brigades. Et en gros, ils vont créer un truc. C'est pas des divisions comme moi j'avais voulu à la base ou comme certains analystes avaient voulu, mais c'est encore mieux. Ils vont faire des corps. Et en gros, des corps d'armée. Et ces corps d'armée, dans chaque pays, tout se passe différemment. Mais le plan actuel, d'après ce que Boutoussov dit, c'est de faire des corps de 5 brigades. Et à la limite, moi, ça ne m'aurait pas gêné si c'était encore plus gros. Mais c'est bien parce que du coup, il va encore y avoir ces brigades. Ces Intégrant des brigades vont... brigades très performantes et des brigades moins performantes. Ben ouais, en gros, tu vas avoir, par exemple, tu as la troisième brigade d'assaut qui est basée sur le commandement originel d'Azov. Donc Mhm. ceux qui ont été virés d'Azov en 2015, quand ils ont voulu dépolitiser Azov, Ouais. ben, ces gens-là, ils sont devenus des politiques d'extrême droite, certains, etc. Mais c'était des réservistes. Et quand la guerre a recommencé en 2022, ben, en fait, c'est des réservistes. Donc c'est un peu comme si, je sais pas, Marine Le Pen était officier de réserve en France. Ben, c'est pas parce qu'il y a l'extrême droite qu'elle n'aurait pas le droit de défendre son pays. Et du coup, s'il y avait une guerre, et du coup, ces gens-là, c'est des réservistes, ils ont été appelés, ils ont créé une nouvelle brigade qui s'appelle la troisième brigade d'assaut. Mhm. Et c'est une des meilleures brigades ukrainiennes. C'est une brigade qui s'en sort vraiment très, très, très bien. Ouais. Et du coup, Biletsky, qui est le fondateur d'Azov, qui est à la tête de la troisième brigade d'assaut, ben, lui, va être à la tête du troisième corps d'armée. Et du coup, tu vas avoir la troisième brigade d'assaut qui est énorme, qui a peut-être une dizaine de milliers de soldats pour une brigade, c'est gros. Ben, tu vas avoir ça, plus 4 autres brigades qui vont venir et qui vont travailler sous lui. Et ça va vraiment avoir beaucoup d'impact positif sur l'armée ukrainienne parce que actuellement, tu as énormément de brigades qui ne sont pas connues et qui n'ont pas forcément beaucoup de prestige. Mais en plus de Ouais. ça, qui ne sont pas forcément si Et, performantes que ça. ouais, et Des brigades moyennes. ouais, excuse-moi, je t'interromps encore une fois. J'espère que je n'ouvre pas une nouvelle boîte de Pandore, etc. Mais, enfin, boîte de Pandore, non, mais un nouveau aparté trop long. Est-ce que j'ai lu plusieurs fois de différentes sources que j'espère sont pas trop pourries, des chiffres assez élevés quand même au niveau de nombre de soldats qui ont depuis le début de la guerre totale, qui ont déserté. Ouais, Est-ce ouais. Bah, qu'on en a fait, une idée à du peu coup, près d'une part de ces chiffres-là, et ça, est-ce qu'aussi ce j'ai- dont tu nous parles là, ça pourrait pas aider, ça fait pas ouais, partie des justement, choses ça auxquelles va aider on... pour ça. Ouais. On ne sait pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui désertent, qui reviennent, parce qu'il y a beaucoup de soldats qui meurent, il y en a qui se perdent, il y en a beaucoup qui sont pris prisonniers par l'ennemi Ouais. et du coup qui sont vus comme des déserteurs jusqu'à ce qu'on apprend qu'en fait ils étaient. Qui sont Il y a prisonniers, beaucoup de quoi. gens qui sont quand il y a des échanges de prisonniers, il y a beaucoup de prisonniers, on croyait qu'ils étaient morts ou qu'ils avaient déserté, en fait ils étaient de l'autre côté. Donc tu as ça, mais en plus de ça, il y a des gens qui désertent clairement et le problème c'est que si tu es d'une unité moyenne ukrainienne, tu n'es pas d'une unité d'élite ou qui s'en sort bien, tu es juste d'une unité moyenne avec des gens moyennement motivés, il y a un commandement un peu moyen, personne ne te connaît. Voire pire, malheureusement. C'est ça, tu vas avoir des soldats moins motivés, moins Bah, bien forcément. entraînés, Forcément. et c'est un peu un cercle vicieux. Et là, en fait, tu vas mettre une unité un peu moyenne et elle va être sous le commandement d'un des meilleurs commandants de Mhm. brigade ukrainien, dans une unité qui a un système d'entraînement beaucoup plus développé, de meilleure qualité, avec des soldats beaucoup plus motivés et avec beaucoup plus de prestige, etc. Forcément, ça va pousser vers le haut ces brigades-là et ça va les motiver, mais en plus de ça, ça va les forcer à mieux s'en sortir et ils vont avoir une meilleure coordination. Tu vas plus avoir 5 commandants de brigade qui font indépendamment leur truc, tu vas avoir un commandant au-dessus d'eux qui va décider pour eux. Et du coup, ça va aussi, niveau logistique, ça va aider parce que tu vas avoir un groupe de 5 brigades qui va être responsable d'une zone. Et du coup, tu vas avoir moins de cas où tu as une brigade à 500 km, enfin, tu as un bataillon à 500 km d'un autre bataillon. Ça va encore arriver, mais ça va moins être le cas. Ouais. Et du coup, ouais, ça va. Niveau logistique, niveau entraînement, ça va aider parce que actuellement, comme il n'y a pas assez d'instructeurs, tu as des gens qui sont entraînés quelques semaines en Ukraine pour apprendre les bases. Et ensuite, ils sont envoyés dans une unité. Cette unité-là, elle n'a pas forcément la capacité de beaucoup l'entraîner parce que c'est une brigade qui est au front. Donc, tu as une brigade de 3000 hommes qui est au front. Ils n'ont pas forcément beaucoup de gens en rab pour entraîner les nouveaux qui arrivent. Mais par contre, si tu as un corps avec 20 000 hommes, ben, sur ces 20 000 hommes, même si ce corps va avoir une zone plus grande à défendre, elle va quand même avoir plus d'instructeurs en rab, etc. Et du coup, ça va amener, tu vas avoir plus d'entraînement, d'instruction en interne dans les corps, après le basic training géré par l'État.
quand les nouveaux soldats vont arriver, ils vont avoir l'occasion de combattre avec des... Aussi, tu vas plus avoir des cas où tu as une nouvelle brigade qui arrive et tout le monde est neuf, tout le monde est nouveau et a aucune expérience et on les envoie au front tout de suite. À la place, ce qui va arriver, c'est que les nouveaux, ils vont combattre avec des gens qui sont expérimentés. Ils vont plus pouvoir mélanger tout ça et ça a aussi économisé beaucoup de ressources parce que actuellement, chaque brigade a, par exemple, au moins une compagnie de drones ou qui fait ça. Et du coup, tu vas avoir une compagnie de drones avec quelques gars qui fait de la recherche sur comment améliorer les drones et qui construit les drones et qui les utilise, etc. Alors que là, si tu as un corps, ben, tu peux, au lieu d'avoir une compagnie, tu peux avoir par exemple un bataillon ou un régiment ou quelque chose à l'intérieur de ce corps qui fait tout ce travail. Et du coup, tu vas avoir tu vas économiser sur le scale énormément et sur Les la économies recherche, d'échelle. Des économies d'échelle, des ouais. économies d'échelle, pardon, mais aussi tu vas juste avoir besoin de moins d'hommes pour faire autant. Mhm. Et tu vas avoir des économies d'échelle et de ressources, d'entraînement, de tout. Ça va être beaucoup mieux pour l'armée. Et du coup, on sait déjà, d'après ce que Boutuzov dit, on connaît quelques unités. Il y a la 92e brigade d'assaut aérien, la 3e brigade d'assaut, la 12e la 12e brigade spéciale Azov dans la garde nationale et la Kartia, la 13e brigade. C'est quelques brigades qui sont vraiment très performantes et qui sont très respectées par tout le monde en Ukraine et dont on sait que ça va se faire autour d'eux. Et Mhm. ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'instant. On va voir si ça se confirme parce que, comme dit Boutuzov, en général, a raison 80% du temps, mais ça lui arrive aussi de Ouais. dire des trucs qui sont pas forcément. Oui, mais il doit pas avoir Mais tout inventé, c'est suffisamment. non, oui, c'est quelqu'un qui invente jamais rien, mais c'est quelqu'un Parfois, il se trompe. qui se base sur des sources. Mhm. En gros, ces sources peuvent se tromper, mais lui, il est très au courant. Ouais. Et c'est un des journalistes de guerre les plus connus d'Ukraine. Mhm. Mais il s'est déjà trompé. Et du coup, Oui, bien ces sûr, mais sources se bon. sont déjà trompées. Mais on sait qu'ils vont passer sur un système de corps. Ça, on le sait parce que Sirski l'a confirmé. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est si ça va vraiment se faire autour de ces unités-là, comme Boutuzov le dit. Ouais. Mais Ouais. après, de toute façon, si ça se fait, je pense que ça va fuiter assez vite parce que c'est le genre d'organisation qui demande des milliers de personnes et quand il y a des milliers de personnes qui font quelque chose, en général, ça Oui. finit par fuiter. Oui. Ça va se faire, mais c'est une très bonne chose si ça arrive et c'est vraiment plusieurs pas dans la bonne direction. Idéalement, ça pourrait être même plus, comme dit là, ça va être 5 brigades, mais moi, ça ne me gênerait pas. Au lieu d'avoir 20 corps avec 5 brigades, peut-être que ça serait mieux d'avoir 12 corps ou 13 corps avec 7-8 brigades. Ça va dans le bon sens, donc ça, c'est une bonne chose. C'est une nouvelle sur ce qui se passe en Ukraine. Et c'est quelque chose qui n'a pas un impact direct tout de suite. Ça va être un long processus. Ça va pas être facile de faire un changement. Moderniser, réformer une armée pendant la guerre, c'est pas facile. Non, c'est Mais déjà, je pense, jamais super facile, mais alors là, en plus, en temps de guerre ouais, comme ouais, ça. non. Mais Mais après, on c'est une s'accroche bonne aussi chose. un peu aux petites bonnes nouvelles qu'on peut avoir Ouais, là, non, mais parce là, qu'on c'est en pas a une besoin. petite bonne nouvelle. Là, Ouais, c'est enfin, ou une. même, non, 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 mais excuse-moi, même aux Ouais, grosses bonnes ouais, nouvelles, mais ouais, potentielles, on là, va dire, aux c'est bonnes un nouvelles truc qui est potentielles. attendu. Qui est attendu plus longtemps, mais qui n'était pas vraiment possible tant que l'armée prenait de la taille. Mais maintenant qu'ils commencent un peu à être au max de la taille de ce qu'ils peuvent, et du coup, maintenant, les gens qui vont être mobilisés vont être là pour remplacer des pertes, mais pas pour créer de nouvelles unités. Et du coup, c'est le bon moment pour le faire. D'accord. Mais ouais, donc du coup, on va Et voir. sinon, excuse-moi, en question subsidiaire, pour l'instant, ça bouge pas niveau âge de conscription pour les nouveaux Non, soldats ou non. Ils sont situation, ou toujours etc. ils veulent ils veulent motiver les gens de 18 à 25 à être volontaires. Ouais, Donc ils pensent proposer, la rumeur, c'est qu'ils vont proposer des contrats d'1 an pour les gens qui ont moins de l'âge. Et en gros, pour simplifier, là, quand tu as 18 à 25 ans, tu peux pas être mobilisé. Et pas à du tout, partir de quoi. C'est 25, impossible. Tu peux même pas c'est être impossible. volontaire, quoi. Tu peux être volontaire, de 18 à 25, tu peux être volontaire, mais tu peux pas D'accord. être mobilisé. Mhm. Et du coup, le risque, c'est que quand tu as 24 ans ou quelque chose, ben, à 25, tu risques d'être mobilisé. Et du coup, si tu vas à la guerre, ben, la guerre, elle peut durer 10 ans, tu vas être au front 10 ans. Ouais, Mais par contre, ce qu'ils veulent faire, c'est ils veulent motiver les gens de 18-25 ans en leur disant, si vous signez maintenant, vous allez que rester 1 an. d'accord. Donc faire des contrats de 1 an, et du coup, tu n'as pas le risque de te faire mobiliser après. Ils veulent faire ça pour un peu recruter des gens en extra, D'accord. ce qui est bien, mais on va voir. Et en Moi, gardant une si j'étais... partie des plus patriotes ou des plus concernés ou des plus doués pour la guerre, entre guillemets, qui voudront faire plus s'ils veulent, quoi. C'est ça, et de toute C'est façon, aussi une après, manière ouais. c'est difficile. Zelensky, il est en train de défendre son peuple et d'essayer de faire le maximum pour garder une génération, parce que la génération 18-25 en Ukraine, c'est une génération assez petite, Ouais, bah mais ouais. parce que c'est une génération d'une époque assez... des gens nés dans une époque pas trop, où ça se passait pas trop bien, mais après, si on compare, par exemple, si l'Ukraine était à Finlande, la Finlande aurait envoyé tous les gens de 18 et plus tout de suite,
Ouais. Ils n'auraient pas attendu 3 ans pour réfléchir, mais l'Ukraine l'a pas encore fait, c'est comme ça. Et juste avant de finir l'épisode, je vois qu'il nous reste 7 minutes possibles pour Ah ouais, enregistrer sur le truc, mais du coup, pour revenir en Ukraine, il y a cette situation-là, et si Trump veut faire quelque chose et arrêter la guerre, ben, il va devoir utiliser la force et pas la faiblesse. Là, actuellement, il est trop faible. Mais aussi, en ce moment, du coup, Musk, pour revenir à Musk, lui, il est en train de pousser les partis d'extrême droite en Europe, ouais. et il fait tout pour que l'AfD s'en sorte bien en Allemagne. Et ça L'AfD avait marche. 15 points. Ça marche. Pour l'instant, dans la plupart des sondages, ils sont encore bien derrière, mais ils étaient à 15 points. Ils avaient entre 10 et 15 points de retard en début janvier. Et là, il y a un sondage qui est sorti où ils ont 2 points de retard. Ouais. Dans la plupart des sondages, ils ont genre 7-8, mais ça reste, la trajectoire n'est pas la bonne. Et du coup, l'idée de Musk là-dedans, c'est que si tu as des anti-UE, pro-Chine, pro-Russie au pouvoir en Europe, dans certains pays comme l'Allemagne, ben, ça va bloquer toute aide à l'Ukraine, mais ça va aussi bloquer toute capacité de politique étrangère européenne Bah et ouais. toute capacité de régulation. Et du coup, ça fait que la Chine et les États-Unis peuvent se diviser un peu le monde, et l'Europe peut juste regarder et rien faire. C'est pour ça qu'il est derrière. Bien sûr qu'il est raciste, et bien sûr qu'il aime bien les fascistes, etc. Mais c'est pas seulement une question d'idéologie, c'est aussi ce côté-là pour lequel il soutient tellement l'extrême droite. Et l'Europe doit vraiment faire quelque chose très vite, parce que si on attend, ce qui va arriver, c'est que tu vois, un pays, 2 pays, 3 pays qui vont tomber aux mains de l'extrême droite, parce que avec Twitter et TikTok, ils arrivent vraiment à énormément avoir d'influence sur les gens. Et on l'a vu en Roumanie, où l'extrême droite, le candidat d'extrême droite, qui n'avait même pas de parti politique à la base et qui n'avait pas de fonds de campagne, il était à 2% dans les sondages 1 ou 2 semaines avant le premier tour. Il a gagné le premier tour. Ouais. Et c'est pas normal, c'est pas possible. Et Non. mais c'est arrivé grâce à TikTok. Et du coup, le combo TikTok X fait vraiment très mal. En Allemagne, il va faire mal. Et la peur, c'est que l'AfD gagne l'élection. Et même s'ils ne gagnent pas, s'ils arrivent deuxième juste derrière, c'est pas du tout une bonne chose. Et Musk essaie de faire ça, il faut l'arrêter. Il faut que l'Union européenne régule plus les réseaux sociaux et trouve des moyens aussi sur l'argent de campagne, peut-être baisser les budgets, ou je sais pas quoi faire. Mais en tout cas, il doit y avoir des pays qui n'interdisent pas encore le financement externe qui vient de l'étranger, etc. Il y a plein de choses à faire qui peuvent aider à baisser l'influence de Musk. Mais Musk, pour moi, c'est devenu l'homme le plus dangereux sur Terre. Et ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment pas bon du tout pour l'Europe. Et on peut pas se permettre d'attendre Bah ouais. et de rien faire. Et malheureusement, Donc, c'est pour l'instant ce qui se passe, quoi. Enfin, ce qui se ouais, passe pas ouais, à beaucoup de niveaux. ouais. Ouais. Mais sinon, ouais, du coup, on a fait ça. Et j'espère du coup que ce premier épisode du nouveau format j'espère que De Géopocalypse. de Géopocalypse, j'espère On appellera que, beaucoup d'autres. Et on ouais, appellera beaucoup j'espère qu'il y en d'autres. aura beaucoup d'autres. Espérons que Et si on n'a pas beaucoup d'autres, ça sera parce que bah on sera tous morts, hein. ouais. À cause Mais d'un ouais, plasticage nucléaire global. ouais, ouais, Mais sinon, si on est encore là, on va essayer ouais, on va essayer d'en faire d'autres. Et on va essayer d'en faire d'autres, ouais. Encore un petit c'est, moment. je pense, comme dit au début, on rigolait sur l'idée, mais parce que c'est vrai que ça sonne un peu, c'est un nom un peu complotiste, mais c'est pas une question de complot, c'est vraiment, il n'y a pas besoin de Oui, oui, de toute complotiste façon. ou fou pour se dire que pour la démocratie et pour le social-libéralisme et les libertés individuelles, etc., on n'est pas dans la meilleure phase dans l'Ouest actuellement de notre histoire. Et Ah ouais, ouais. On est même l'impact sûrement dans la plus grosse crise, depuis plus longtemps. grosse prise politique depuis. Il faut réfléchir à depuis quand d'ailleurs. Ouais, Ça peut-être. serait plutôt un boulot pour les historiens, Ouais, mais on va mais dire ouais. qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu beaucoup de moments pires. Non, non, non. Ouais, donc ça montre un peu ça montre Ouais, un peu Et dans la crise des missiles cubains, on ouais, était peut-être encore plus près, mais c'était quand même finalement. mais là c'est Mais après, différent voilà, parce que c'était un là monde totalement différent. C'était pas du tout la ouais, même là il y a quand même la guerre en polarité Ukraine. mondiale aussi. Là il y a actuellement la guerre en Ukraine. Il va y avoir une guerre entre Israël et l'Iran à un moment, probablement dans le futur. Il va y avoir une guerre entre Taïwan et la Chine. Et après l'attaque à la démocratie grâce à la technologie qui se passe en ce moment, c'est quelque chose d'inédit. Donc Et ouais. on est dans une sale phase. Et du coup, je pense que le thème du podcast ça va pas disparaître demain. Et ouais. Non. Mais en tout cas, ouais, on en reparlera dans d'autres épisodes, Julien. Et merci à toi. Ben merci à toi surtout, et puis à bientôt. À bientôt. Porte-toi bien. Merci.